Bonjour à tous, je me présente, je suis l'homme que l'on surnomme l'agent K et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau média intitulé Paix Amour Story qui sera dédié pour la transmission de savoir, des tips pour les jeunes issus de banlieue et divers sujets. Pour cette première saison, je suis ici avec mon illustre invité, Monsieur Rudy, et encore mon ancien. Ça va, l'ancien? Ouais. À travers chaque épisode, il nous présentera son parcours de vie, son activité dans l'entrepreneuriat, ses réussites et ses échecs, et les leçons qu'il aura apprises. Donc, cela étant dit, que le marathon commence, mon frère. Le marathon commence. Popcorn! Rudy, mon ancien, Yes. merci d'être là. Merci à toi de m'inviter, les jeunes frères. C'est important, on devait le faire. On devait le faire. C'est bon, il est temps. Donc, comme j'ai dit, que le marathon commence. Et quand il dit marathon, on dit une course. Et dans une course, il y a une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Yes. Donc, commençons par le départ. Je te laisse te présenter. Bon, je m'appelle Rudy Ngoma Kiala, j'ai 31 ans, je suis éducateur en prévention et éducateur aussi en MEX, puis foyer. Ok. Je suis originaire de la ville d'Ivry-Courcouronnes dans le 91. Je suis né au Congo, en République démocratique du Congo, mais j'ai grandi ici en banlieue parisienne. Dans mes heures perdues, je suis entrepreneur. À mes heures perdues aussi, je suis un peu dans l'immobilier. Et en toute heure, je suis chrétien. Ok, d'accord. Donc, tu nous as listé pas mal de choses là. Yes. Tu es dans l'entrepreneuriat. Faudra que tu reviennes, ça, parce que c'est un mot un peu fourre-tout maintenant. Ouais. Donc, savoir vraiment ce que tu fais. Mm. Comment t'en es arrivé là aussi, Ouais. dans l'immobilier. Ok. Ok, ça sera bien parce que on entend très peu de gens. C'est un mot un peu qui paraît, ça sonne comme un mythe en vérité Ouais. pour les gens de chez nous. Tu vois, Ouais. beaucoup de gens parlent, ouais, je suis dans l'immobilier ou je veux faire de l'immobilier, Ouais. mais on n'a jamais eu quelqu'un qui nous a expliqué. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, par Ouais, exemple. Tu non, vois. c'est ça, ouais, totalement. Ok, d'accord. Et tu as insisté aussi sur le fait d'être chrétien, donc je pense que ça a son importance. Ouais, ça a une importance. Tu verras qu'à un moment donné, dans toute ma trajectoire, c'est présent et encore plus aujourd'hui. C'est une importance Ok. primordiale. Tu vois. C'est bien, tu nous parles de trajectoire. Donc, du coup, elle a commencé où cette trajectoire? Moi, voilà, j'ai grandi dans le quartier des Honnêtes, mais très vite, je suis attiré par ce qui se passe de l'autre côté, au State, Ok. par les Américains. Donc, je suis attiré par les séries américaines, par le décor proposé, par l'attitude des acteurs. Et j'étais déjà très attiré par les acteurs blacks, noirs, Tu te ressentais en eux? direct. Je me Ouais. voyais en eux, je voyais des noirs briller, tu vois. En France, il n'y en avait pas. Lorsque j'étais jeune, il n'y en avait pas beaucoup, du moins. Donc, c'est vrai que automatiquement, à travers la télévision, on regardait déjà les séries et on voyait, tu vois. J'ai grandi avec le Prince de Bel-Air, avec Flic Beverly Hills, toutes ces choses-là, tu vois. Ça me fait tilt. Le Prince de Bel-Air, ça t'avait marqué parce que tu te retrouvais en lui dans le sens où c'est un noir qui vient du hood. Du hood. Il Du vient hood du et quartier, ouais. qui va chez Chez bon, sa c'est un peu tante. plus vieux que Ouais, moi. Hein. il va Moi, je chez suis un peu plus jeune que lui, donc il va chez sa tante. ouais, c'est ça, sa tante, c'est ça. Ouais, chez sa tante. Qui elle a de l'argent, Et elle etc. c'est une famille aisée. Qui a un contraste. Il y a un contraste énorme. Donc lui, il vient avec sa fougue du quartier, mais en même temps s'initier dans leur monde. Mais il doit garder de son authenticité. Ouais, Et ça a été un peu mon travail plus jeune. Moi, je me voyais un peu comme ça, pas forcément parce que j'avais une famille riche ou quoi que ce soit, mais en fait le fait de savoir jongler entre deux univers. D'accord. Et comme je t'ai dit, moi, je suis en France, je suis congolais, j'ai la culture congolaise, tu vois. Mais de l'autre côté, je suis attiré par l'autre côté, par les Américains. Mais en même temps, je suis français, tu vois. Ouais. Et il y avait des transmissions de valeurs. Lui qui essayait d'impliquer les valeurs à Carton et même aux parents, parce qu'au final, c'est tout le monde qui vivait avec lui, tu vois. Et vice versa, eux, ils essayaient de lui faire comprendre que voilà, il y a d'autres choses que le oud. Moi, ça me faisait des projections très, très larges sur la vie, tu vois. Très, très tôt. Donc, c'est pour ça que je regardais plein de séries américaines, etc. Ça aussi, Axel Follet.
Tu vois, c'était un policier, hein, mais je l'aimais bien, ce policier, tu sais, il avait de l'attitude, même comment il s'habillait vestimentairement, je me retrouvais trop, tu vois, j'aimais trop leur style, tu vois. Ok, ok. Donc voilà. D'accord, je Après, il y a eu le volet cinéma. Après, c'est vrai que derrière la musique, les premiers artistes que j'aimais beaucoup écouter, ce sont des artistes américains. J'étais pas très rap français, j'étais plus R&B Ouais. et rap US, tu vois. Donc, je regardais beaucoup Sean Carter, Sean Combs, Aïe. euh, Sean Combs. ah, No Gigi, no Gigi. Donc ouais, voilà, c'est des personnes qui m'ont pas mal influencé, tu vois. Ouais. Pas mal influencé, tu vois, les Jermaine Dupri, Beau. Dans le côté sport aussi, c'était là où Iverson, il cartonnait. C'est-à-dire, moi, j'étais en mode Iverson aussi, tu vois, attitude, tresse, tu vois, j'étais vraiment, c'est vrai, je kiffais vraiment cette période-là, les Américains et tout. C'était vraiment kiffé, on kiffe sur leur mindset, sur leur façon d'être, tu vois. Je me permets d'être un peu intime. Est-ce que dans ton parcours, ton schéma familial a pu influencer ta trajectoire? Parce qu'on va pas se mentir, on peut venir du même endroit, mais les petits détails entre guillemets, d'une famille ou d'un entourage, d'une situation, peuvent aussi changer la trajectoire de quelqu'un. Je sais, même au sein d'une même famille, l'aîné et le dernier peuvent avoir une conception de la famille en interne différente. Ouais. Et une approche de la vie aussi différente. Bah, c'est vrai que moi, je suis l'aîné de ma famille, donc il y a eu beaucoup de pression, pas forcément conscientisée, tu vois, mais beaucoup de pression pour... bah voilà, t'es un peu la vitrine de la famille, c'est sur toi que ça commence, donc il y a des attentes, tu vois. Ouais, Il y a des grandes attentes. Moi, c'est vrai que là, ce qu'on attendait de moi, c'est que je sois performant à l'école, tu vois. Mais moi, en fait, dès jeune, j'étais un électron libre. Je savais pas déjà ce que je voulais faire, mais je savais que j'étais très attiré par les quinries. Et les quinries, c'était très le business. Okay. Tu vois, moi, j'étais quelqu'un, quand je regardais un peu les artistes que j'appréciais, les sportifs et tout, j'aimais bien regarder les biographies. Tu vois, nous, les générations au début d'Internet, donc on avait accès à Internet et je regarde. Et moi, j'étais déjà focus sur Wikipédia, regarder par où ils sont passés, comment ils ont fait, et tout et tout. C'est plus ça qui m'a vraiment attiré plus jeune, tu vois, à faire des choses. Dans ma famille, pas forcément, parce que en étant jeune, j'ai pas vu qu'il y avait, par exemple, ce côté entrepreneurial chez moi, tu vois. Okay. C'est plus quand j'ai grandi que j'ai fait des liens. Mais quand j'étais jeune, moi, j'étais juste j'avais pas forcément de limite de réflexion, tu vois. J'étais pas en mode, faut que je fasse ça pour avoir un métier comme ça. Non. T'étais pas trop dans le schéma, entre guillemets, classique, le salariat, etc. Non, déjà même rester sur place, sur une chaise, tout ça, c'est des choses qui étaient difficiles pour moi, tu vois. Moi, j'avais besoin de bouger. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de jouer. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais très créatif. Ok. Et tu vois, tout ce qui est classe, on te conditionne à rester assis et tout, et c'était pas forcément, c'était pas fait pour moi, tu vois. Très jeune, hein. T'as insisté sur le fait que t'étais axé sur la vision outre-Atlantique. Ouais. T'as des noms un peu à me citer, etc., de personnes qui t'ont inspiré dans le rap, peut-être? Non, pas du tout. Non, moi, ce qui m'a attiré, par exemple, Nipsey Hussle. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, parce que tout simplement, je suis tombé sur lui par sa musique. Mais comme je t'ai dit, je suis dans une recherche approfondie. Donc, directement, en fait, j'ai vu que, au-delà de la musique, il était dans l'entrepreneuriat. Il avait ses petites boutiques. Il investissait son argent dans la musique. Après la musique, il réinvestissait dans son entreprise. Tu vois, et ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Et même par la suite, je voyais qu'il était investi dans son quartier, tu vois. Pas forcément social. Voilà, pas forcément dans la musique, mais l'idée que tout le monde puisse s'élever, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a grave parlé, surtout quand j'ai découvert Nipsey, j'ai commencé à être un adulte, tu vois, j'avais 18, 19 ans, tu vois. Donc ça m'a touché directement, tu vois. Ceux d'avant, les Sean Carter, les Sean Combs, tout ça, c'était le côté un peu des gars qui brillent. C'était que le bling bling, tu vois. Mais après, plus tu grandis, plus tu... Ça, c'est le côté congolais, ça, en fait, hein. Ouais, c'est le côté congolais aussi, tu vois. De l'autre côté, je regardais Fally Ipupa, je regardais Kofi, j'étais aussi dans ça, tu vois. Mais après, quand tu commences à grandir, tu prends une réflexion. Et ouais, les mecs qui font du business, moi, c'est eux qui me parlaient direct, tu vois. Je voyais Nipsey, Burman, tu vois. C'était un producteur, mais en même temps, il avait son agence après de communication pour les artistes. Après, derrière, il avait une agence de management pour les artistes et les sportifs, tu vois. Moi, j'aimais beaucoup ces profils-là, tu vois. Un peu dans l'ombre, mais ils font les choses, tu vois. Et moi, je m'identifiais grave à eux.
Nipsey, il était par moments sur le devant de la scène, mais par moments, il était dans l'ombre. Je me permets de rebondir sur le cas Nipsey Hussle. Tu t'as parlé du fait d'élever sa communauté, si je peux le reformuler comme ça. Et j'entrevois déjà un parallèle avec toi, comment tu t'es décrit, éducateur. Ouais. Donc, un éducateur explique pour ceux qui peut-être ne savent pas ce que c'est. Et en plus, tu as précisé dans les foyers. Ouais. Donc, c'est encore une autre difficulté, un autre cas de figure. C'est ça. Ça fait 10 minutes que tu regardes cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Éducateur, c'est une personne qui va accompagner les jeunes sous différentes formes. Donc, le plan scolaire, médical, sur les tâches du quotidien, tu vois. C'est une personne qui va transmettre le savoir-vivre ensemble, le respect des règles, le respect de l'adulte, le respect des autres jeunes. Et tu vois, encore une fois, c'est vraiment un métier où tu es au cœur de la transmission. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui est inné en toi, quoi, la transmission. En fait, tu vois, je l'ai su tard, tu vois, parce que j'étais éducateur un peu tard dans ma vie, genre 26 ans, 27 ans, tu vois. Okay. Avant, j'étais aussi animateur, donc ouais, c'est quelque chose que j'ai vu que c'était facile pour moi. Se rapprocher d'une personne, discuter avec une personne, c'est pas quelque chose de compliqué. D'un point de vue extérieur, je trouve qu'il y a quand même un peu un lien entre un animateur qui va être proche de la jeunesse, etc., et un éducateur qui s'approche aussi des jeunes, et dans notre cas de figure. C'est ça, exactement. En fait, l'animateur, c'est celui qui sera dans un centre fermé, qui va apporter des choses aux jeunes et tout. Et c'est vrai que éducateur, là, tu rentres aussi dans leur vie privée. C'est ça. Là, tu as accès vraiment à leur vie privée, tu vois. Donc, tout a été un puzzle après dans ma vie. Tu vois, j'ai compris ça m'amène à ça, ça m'amène à ça, telle expérience m'amène à ça. Et c'est là, aujourd'hui, le puzzle, il commence vraiment à former quelque chose, tu vois. Ok. Donc, si on retrace le départ de la course du marathon jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'on a Rudy, aîné de sa famille, inspiré par diverses figures outre-Atlantique qui t'ont donné le goût de devenir éducateur et animateur dans la transmission, moi-même, etc. c'est venu bien après. Entre-temps, je rentre dans l'entrepreneuriat. Ah, ok. Donc, c'est pas t'as eu une expérience dans l'entrepreneuriat avant de devenir animateur. Voilà, exactement. Je pense que c'est l'entrepreneuriat qui me mène vers l'animation, vers l'animateur, vers l'éducation, vers le social, tout simplement, tu vois. Moi, c'est ça que j'aimais. Ouais, le hustle. Moi, j'étais dans le hustle, tu vois. Moi, j'aimais beaucoup ça, tu vois. Hustle in the house. Je regarde, tu vois, j'avais déjà cette envie de monter un business, tu vois. Donc, j'ai commencé par la Vision 5. Ok, qui consiste à quoi? Alors, c'était une association que j'avais montée avec des amis d'enfance, tout simplement, qui sont toujours mes amis. Et l'idée, c'était d'apporter des événements dans la ville d'Évry, parce que la ville d'Évry, à l'époque, il n'y avait rien. Tu vois, on entendait Évry que par des bagarres, le RRD. Mais tu vois, il n'y avait pas ce côté-là où il y avait des mecs chill et des gens chill. Tu vois, il n'y avait pas ça. Et nous, on faisait partie aussi des personnes chill, qui aimaient bien être chill, qui aimaient bien les moments chill. Ce qui est bien, c'est que dès le début, moi, je connaissais ma force. Moi, je suis sociable. J'arrive à parler avec les gens. J'arrive à m'intéresser aux gens. Parce que au-delà de parler, faut s'intéresser, tu vois. C'est un échange. Faut pas seulement t'arrêter à ce que tu vois. Moi, j'aime bien converser, tu vois. Et ça, c'est des choses qui, pour moi, c'est inné. Tu vois, c'est pas difficile. Donc, je connaissais déjà beaucoup de monde lorsque je commence à entreprendre. Et je suis avec mon frère d'armes, Christophe, tu vois. Kodiovi, grand big up à toi. Et en fait, on se pose, on dit, là, il y en a qui prennent des trajectoires où ils commencent à vendre de la drogue. D'autres, ils sont dans les études. D'autres, ils sont... Mais nous, on fait quoi, en fait? Et on galère grave. On recherche et on manque d'argent. Mais on a toujours vu des entrepreneurs, des choses se faire. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, viens, on organise un truc. On ramène du monde. Ok. On fait même pas payer encore. On ramène juste du monde. Donc, ça a commencé, on a fait des barbecues grands, géants et tout. On est passé de 10 personnes à 60 personnes, 80 personnes. On a commencé par ces choses-là. Okay. Tout le monde ramenait quelque chose, musique. On était déjà équipés carrément. On avait un frère moi qui était DJ Lloydy. Il avait déjà de la sono. Big up à lui. Big up à lui. Tu sais, on était déjà vraiment bien équipés, tu vois. Les gens kiffent. Ensuite, moi, je tombe sur le clip de Jay-Z et Justin Timberlake, Sweet and Tie. Okay. Je pète un plomb sur les costumes, sur le smoking, sur l'attitude. Je dis, c'est bon. On va faire une version Sweet and Tie, mais en soirée dans le secteur.
Ouais, je me rappelle, moi, j'étais petit, mais ça me parle, Tu vois? ouais. Et quand je balance l'idée, mes gars, ils sont sceptiques. Ils disent, Rudy, soirée, c'est compliqué, ça va partir en freestyle. Les mecs vont vouloir se battre, tout le monde va vouloir prouver, en fait, tu vois. Il y avait beaucoup de risques aussi à ce moment-là, tu vois. Ouais, Et j'ai expliqué dès le début, j'ai dit, les gars, ça va se faire et ça va bien se faire. Faut juste que nous, dans la communication, on donne envie et qu'on soit carré. ok. Moi, dès le début, j'étais vraiment à la communication, tu C'est vois. important. Et Dieu avait bien fait les choses parce que j'avais un frérot à moi qui repose en paix, Aliou, qui Paix à était son âme, ouais. qui me comprenait. Ça veut dire directement, lui, il était très ordinateur, logiciel, Adobe, faire des montages. Ok. Donc moi, ma vision de comment j'allais communiquer, quand je lui expliquais, Il captait direct. j'avais le résultat que je voulais. Ok, ouais. Ça veut dire que c'était trop bien. On arrivait grave à travailler comme ça ensemble. Et en fait, on a commencé à communiquer sur les débuts d'Instagram. Là, c'était les débuts d'Instagram. On n'était même pas dans l'idée de, ouais, faut tant de followers, tant de followers. On calculait même pas ça. On balançait seulement les photos, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait, tu vois. On a commencé à communiquer sur Instagram, sur Facebook. Parce que Facebook aussi, c'était le top des tops à ce moment-là sur la partie communication. Et de là, les gens, ils ont adhéré. On voit que les gens, ils nous parlent de ça. Ils kiffent l'initiative. Ils sont là. Ils achètent des costumes. Ils achètent des filles. Ils achètent des robes. Et il fallait juste créé un engouement, quoi. J'avais créé un engouement. Et à cette époque-là, j'avais même pas de salle encore. Ok. Donc, on veut faire une soirée, il n'y a pas de salle. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de lieu. Et attention, on peut pas choisir n'importe quel lieu parce que, voilà, il y avait des risques, tu vois. Donc, il y avait des choses qu'il fallait faire attention, tu vois. C'est le problème de la ville, ça, ouais. Donc, directement, en fait, on trouve une petite salle portugaise, tout éclaté, avec des coupes et tout. Vraiment, pas très belle la salle, ouais. Mais quand on est à la lumière, elle passe bien, tu vois. Donc on a pris dissimuler les bails, hein. Exactement, on a pris cette salle-là, on a dissimulé. Je me rappelle ce jour-là, on était avec le DJ Lloydy, Drix, tu vois, et d'autres, hein. Mais ceux-là, c'est ceux qui me reviennent le plus. Et en fait, on éteint les lumières, on fait des locations. Tu vois, on était petits, on faisait des locations de lumière et tout. On allait voir la maman, hey, maman, s'il te plaît, on a besoin de toi parce que les locations de lumière, fais des chèques de caution. On n'avait pas tout ça, tu vois. Ok. Et en fait, après, la question, c'est comment tu fais pour faire venir les gens et comment tu fais pour monétiser tout ça. Faut que l'argent rentre, tu vois. Ok. Surtout qu'on sortait un peu d'argent, tu vois. Faut acheter des trucs et tout et tout. Et là, je dis, les gars, on va faire des préventes. On va fonctionner comme prévente. Ceux qui veulent pas prendre leur prévente, ils paieront sur place. Ok. Ça sera un peu plus cher. Ouais. Mais en prévente, on aura suffisamment d'argent en prévente pour pouvoir assurer toute la nourriture, payer toute la sécu et un peu prendre un peu d'argent pour nous. Et le jour J, on prendra l'intégralité pour nous. On se le divisera et tout. Et c'est ce qu'on a fait, tu vois. Et pour te dire, j'ai pas eu de quelqu'un qui m'a expliqué tout ça. C'était des idées qui sont arrivées comme ça. D'autres frérots aussi qui ont apporté leurs idées, tu vois, parce que j'étais pas tout seul. Donc il y a d'autres frérots qui ont apporté leurs idées. Et on est parti, première soirée. Terrible. On laisse un an. Mais c'est trop long, un an. Les choses qui sont rares sont bien, tu vois. Moi, j'étais déjà dans ça, tu vois. L'effet de rareté. L'effet de rareté, tout ça. Et tout de suite, on est parti dans ça, tu vois. Un an après, on prend une salle de fête. Aujourd'hui, les salles de fête, elles allument. À l'époque, c'était moins cher, tu vois. On se met. Après, ça dépend des lieux. Tu peux toujours trouver, comme tu as dit, une salle un peu ghetto. Non, là, c'était une vraie salle. Là, c'était une salle à 2K. À l'époque, 2K, c'est énorme. Tu as 2K, 3K, tu vois. Et capacité 800 personnes. Ah ouais, tu tapais fort, là. On a dit, on y va. Tu vois, on y va. Ok. Donc, entre-temps, on rencontre des photographes, on rencontre vraiment, on forme une équipe. Même nous, on est lancé, on a une équipe, on définit qui fait quoi. 600 personnes. Paf. Dans le 91. Laisse tomber. C'était un exploit pour nous. Les gens respectaient en plus, hein. Même les gens de cité, on aimait bien à l'époque dire les gars de cité, ils aiment pas respecter. Et ben, je te jure, dans nos soirées, ça a respecté. En plus, il y avait de quoi. Il y avait des gars frais, des femmes fraîches. Et tout le monde était frais, tu vois. Donc, c'était pas le lieu pour montrer ton côté ghetto. Tu vois, les gens veulent juste s'amuser. Ça nous fait sortir du quartier. C'est ça, tu vois. Donc voilà, il y a ça. Après, on a fait une troisième. Et après, j'ai fait un autre concept. Toujours dans la soirée, on est parti sur une soirée Back to the Roots, Africa. Tout le monde en tenue africaine. Ça, j'avais pas vu d'un clip. Pourquoi? Mais c'était la période où les Naija, ils commencent à bien marcher dans l'industrie musicale, tu vois. Je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Je dis les Naija, mais même les Congolais, tu vois, on avait Fally Ipupa qui émergeait bien. De l'autre côté, on avait les Toufan. Il y avait quand même quelque chose autour de l'Afrique, tu vois. Ouais, ça commençait vraiment, tu vois. Les gens, vraiment, ils étaient vraiment à fond, on revendique, tu vois. Donc, c'est vrai que ça fait sectaire. Parce que du coup, ça élimine ceux qui sont pas forcément africains, tu vois. Enfin, ça élimine. Non, parce qu'il y en a quand même qui sont venus, tu vois.
Ouais, ça peut attirer Ça de peut nouvelles attirer tout personnes le qui monde, veulent tu en vois. savoir. Après, il y a une phrase aussi qui dit quand tu cibles tout le monde, tu cibles personne aussi. C'est ça, une tu vois. stratégie aussi. C'est ça. Et nous, on est partis dans ça. La soirée, elle a super bien marché. Et après, en parallèle, tout de suite, on s'est dit quoi, les gars? Faut qu'on fasse un truc dans le sport. Le On va foot. te le faire pendant qu'il est encore chaud. Voilà. Le foot, c'était déjà trop fait. Dans la cité, tout le monde fait beaucoup de foot. Donc, moi, je me suis dit, Quoique, big up à eux, la CAN et Finezzo, tu vois, ils ont réussi à faire leur truc dans le c'est tas, venu etc. bien après. Mais pourtant, il y avait des choses. Mais c'est venu bien après, la CAN. C'est quoi? C'est 2020, 2000 et quelques, tu vois? Ouais, mais ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu quand même. Exactement. Parce que, encore une fois, je pense que la banlieue commençait à s'ouvrir à ce moment-là. C'est vrai. Et entre-temps, faut pas oublier que à Ivry, il y a eu des artistes comme Niska, Kobalade, qui étaient sortis du lot. Du coup, la lumière qu'il y avait sur Ivry, elle avait changé. Nous, quand on commence, on parle que des Ritz. Quand eux, ils font, Ouais, c'est on vrai parle que de musique. On parle Vous êtes vraiment des peut-être artistes. venus un peu trop tôt, peut-être. Peut-être, tu vois. Quand ils arrivent la CAN, il y a Marega. Ouais, big up à lui. Marega, genre de foot, il déchire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, quand on arrive, il n'y a pas encore de modèle. C'est les débuts Niska, mais c'est vraiment les débuts. Ouais. Les gens, ils sont pas encore dedans, tu vois. Donc voilà, tu vois. Et derrière, en fait, on va au Quai 54 et on se prend une gifle. Toi, c'est ton délire, en carré, Spectacle, plus de spectacle que de basket. C'est vrai, hein. Mais vraiment, mais au final, ils arrivent super bien à alterner les deux. Et encore, à l'époque, ça allait là, maintenant, je trouve, Tiens, moi, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais quand j'y suis allé la première fois, je dis, ça, là, on va prendre ça, on va ramener ça dans 91. Et c'est et là, je m'associe avec Philippe Bunda, président du club de l'AS Évry jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et c'est un frérot à moi, on a grandi ensemble. Et je dis, il faut qu'on fasse un tournoi de basket. Il me dit, je suis chaud. Et là, pareil, on fait de la communication sur les réseaux, on est en mode spectacle, avec les moyens du bord et les personnes qui sont à proximité de la ville d'Évry, tu vois. Et là, on arrive à toucher vraiment aussi beaucoup de monde. Et mine de rien, ça faisait des liens, parce que ceux qui connaissaient via le basket, bah, en fait, quand on proposait des soirées, on pouvait les retrouver aussi dans nos soirées. Et ceux qui étaient en mode, ils nous suivaient par rapport à nos soirées, ça leur plaisait un peu ce qu'on faisait, bah, ils nous suivaient aussi dans le basket. Tu vois? Je me permets de te couper. Là, ton premier projet, vrai projet, c'est Vision 5. C'est Vision 5. Ça, c'est mon premier projet. C'est intéressant parce que c'est un projet que tu démarres assez jeune. Ouais. Et t'as précisé aussi, tu partais de rien en vérité. De rien. Pas d'argent. Non, rien du tout. Les gens peuvent croire que pour monter un projet, t'es forcément obligé d'avoir énormément de sous de côté ou de faire un crédit, etc. Patati patata. Non, en vérité, le frérot, il nous a montré que... Non, franchement, c'était que de l'idée. De rien. C'est du bouche à oreille, en vérité. Bouche à oreille, l'idée, l'image que tu donnes, ce que tu vends dans ton projet. Tu vois, moi, je vendais que c'était la fête qu'il fallait pas rater. Fête étudiante. Qu'il fallait pas rater. J'avais tiré un peu ça de la série, tu te rappelles, sur MTV, Mon incroyable anniversaire, avec les tapis rouges, le côté, dès que t'arrives, faut qu'on voit que t'es là. C'est ça qu'on a mis dans nos soirées, tu vois. Donc, t'es parti avec un premier projet en partant de quasi rien. Ouais. Mais quelles ont été tes contraintes, tes barrières, tes appréhensions aussi, tes doutes? Parce que monter un projet, c'est aussi tout un mindset. Ouais. En fait, tout part de là-haut, en vérité. Ouais, de grave. En fait, déjà, on commence, on n'a pas de soutien financier. Donc, déjà, c'était la première question. Mais comment on va financer tout ça? On part, on n'a pas d'argent. Et c'est là où je dis, non, il y a des préventes. Ah ouais, préventes. Ouais, les gens, ils nous donnent l'argent avant. Comme ça, avec cet argent, on fait ça. Et c'est avec cet argent qu'on va même payer la salle. D'accord. Ah ouais, ok, vas-y, tac. On fait les préventes fonctionnent bien. Dieu merci, tac. Après, derrière, la difficulté, c'est que dans l'événementiel, à cette époque-là, il y a personne. Dans le secteur, en tout cas. L'événementiel, ça marchait sur Paris, ou proche Paris. Ah, c'est là où il y a du monde. C'est là où il y a du monde. Là, les mecs, ils étaient déjà en place, tu vois. Ouais. Mais des gens de notre âge, c'était presque du jamais vu. En plus, nous, on est d'une banlieue qui est quand même loin de Paris aussi. On est un peu loin de Paris. T'es là, tu fais un événement. T'as pas de mentorat, t'as pas de mentor, t'as personne qui va te dire, faites ça comme ça, les gars. Faites ça comme ça, les gars. Faites ça comme ça. Limite, les gens sont en mode, vous allez vous casser la gueule, vous, tu vois. Je voulais en venir aussi. Est-ce que t'as eu des personnes qui t'ont freiné ou t'avais peut-être peur du regard des gens, etc. Parce que, bon, on va pas se mentir, les gens, ils sont un peu en mode quartier. Moi, dans ma personnalité, quand j'ai une idée en tête et je suis assez sûr de mon idée, je vais tout droit. Ok. Toi, quand tu vas me dire, non, mais peut-être que, non, j'aurais déjà réfléchi à ce moment-là où tu vas me dire peut-être que, j'aurais déjà une réponse. Parce que j'ai déjà anticipé. Pourquoi? Parce que je réfléchis beaucoup pour mes projets. Et même à l'époque, je priais même pas pour mes projets, mais j'étais beaucoup dans la réflexion. Ça est égal ça. Ça, pour faire ça comme ça. Ça. Tu vois, j'étais beaucoup dans l'organisation, tu vois. J'aime beaucoup planifier. Bah après,
Donc après, oui, j'ai eu pas mal pas de freins, mais de frérots qui étaient dans l'inquiétude, Sceptique un peu. qui étaient sceptiques. Ouais. Des frérots me disaient, toi, ça va pas marcher ton truc. Rudy, il y a trop d'enjeux qui fait que, regarde, il y a eu ça. Des fois, on m'envoyait regarde, il y a eu tel embrouille, Rudy. C'est-à-dire, si ces gars-là, ils se retrouvent dans ta soirée, compliqué. Regarde lui, son attitude, il veut venir à ta soirée, il veut déjà faire n'importe quoi, il l'a dit. Tu sais, moi, j'étais confronté à ça, en fait. À gérer l'humain, tu vois. Ouais. À gérer l'humain et ses inquiétudes. Mais après, t'as vu, ma personnalité fait que moi, j'ai pas forcément peur de dire les choses, tu vois. Moi, j'allais voir les frères, les gars, ça, c'est une soirée, on est là pour s'amuser. Les trucs de cité, tout ça, mettez ça de côté. Okay. Ouais, t'inquiète, Rudy. Et tu vois, les gens, ils avaient quand même un peu de respect, tu vois, pour moi. Mais parce que même comment je leur parlais, tu vois, j'étais dans le respect aussi. Donc, je pense que les gens étaient en mode, vas-y, ok, on va respecter, mais faut pas qu'on vienne nous chercher. Et nous, on est là, t'inquiète, nous, on est là derrière, on va arranger, on va faire les choses pour que personne te cherche, que tout le monde s'amuse. Et puis voilà. Mais c'est vrai que quand t'es un mec de banlieue et que tu commences dans un projet et que t'es un peu celui qui ramène ça, t'es pas épargné par les inquiétudes. Ouais, et par les gens qui déboostent aussi. Parce que leurs inquiétudes font que ils te déboostent derrière, en fait. Ils se disent, ah ouais, vas-y, ils croient que, vas-y. T'es au-dessus d'eux, peut-être. C'est ça. Alors que non, en fait, on y va avec beaucoup d'instinct, beaucoup de réflexion. Des fois, il y a des choses où on a des idées, ça marche pas forcément, mais après, on connaît quand même notre public. On connaît les gars du 91, on connaît les gars d'Evry, donc on sait comment ils fonctionnent aussi, tu vois. Ça va dans les deux sens. Et du coup, à la suite de ça, en parallèle, tu veux monter un projet lié au sport, ça? C'est ça. Donc, Essonne Basket Game, c'était ça, parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup d'initiatives autour du foot. C'est vrai. Par les grands du quartier, tu vois. C'est quelque chose qu'on retrouvait souvent, les foot en salle et tout. Mais le basket, non. Tu vois, et comme j'étais parti au Quai 54 et que ça m'avait grave inspiré, je me suis dit ça, je vais prendre ce qu'il y a là-bas et on va le ramener ici, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est ce qui nous a permis de mettre ça en place. C'était quelque chose de nouveau pour les gens. Tout le monde n'allait pas à Paris, tu vois. Ouais, tu ramenais du monde, hein, je me rappelle. Ouais, franchement, il y avait du monde, que ce soit les joueurs et le public. On était toujours full. Tu vois, le gymnase, il débordait, tu vois. Et c'était une belle expérience parce que c'est la première expérience où on a réussi à travailler avec la mairie d'Evry, tu vois, où ils nous ont fait confiance sur cet événement-là, ils nous ont accompagnés. On était très sceptiques au début de bosser avec eux parce qu'on avait l'impression qu'ils aidaient que des mêmes personnes. Et c'est vrai qu'on a quand même dû gérer la sécurité, gérer des choses pour qu'ils puissent nous suivre sur le projet. Le fait est aussi qu'on était en partenariat avec le club d'Evry de basket. Ça nous a facilité aussi l'accès, tu vois. C'est vrai ce que tu dis parce que moi, à mon échelle, c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal au quartier le sentiment que on fait partie des délaissés de la ville. Yes. On a eu beaucoup ce sentiment, peut-être même on l'a toujours, mais beaucoup moins quand même. Je sais que moi, je parle même pour ma génération. On allait même voir parce que on avait un truc au quartier pour nous, en fait. Ouais. Une phrase qu'on aime bien dire par nous et pour nous, tu vois. C'est ça. Donc ça, c'était une très belle initiative. Merci, c'est pour ça que t'es toujours, je dis même pas ça parce que t'es là un ancien que j'ai toujours respecté merci de ouf, ça fait plaisir. T'as toujours été dans le hustle et t'as pensé au tien. Ouais, vraiment. Parce que là où personne pensait à nous, en vérité. Disons les choses. C'est vrai que ils pensaient à nous, mais ils avaient pas la vision que j'avais. Ouais. Tu vois, moi, c'est une question, je pense, c'est une question de vision, tu vois. Eux, ils faisaient juste, pour une kermesse, c'était déjà bien. Ouais. Mais nous, c'était pas ça, nous, qu'on voulait. Nous, on voulait le côté spectaculaire, le côté, on va parler d'Evry en positif, on va montrer ce qu'on est capable de faire. C'est pour ça que tout de suite, on a appris un peu ce qui se passait ailleurs ou au State et tout, et on a ramené ça ici pour que ce soit spectaculaire. Et quand c'est spectaculaire, en fait, on discute pas longtemps avec toi après. On voit, on dit, ah ouais, quand même. Mais effectivement, c'est vrai que ça part du sentiment aussi que, dans 91, il y avait rien. Et, du coup, comment toi, jeune homme de la ville d'Evry, t'arrives à aller te poser avec, entre guillemets, les décisionnaires de la ville, en vérité. Ouais. Leur proposer un projet et qu'ils acceptent. Comment t'appuies On va au culot, hein. On y va. Ils nous disent, qu'est-ce que vous faites? Vous avez quoi nous proposer? Quel est ton projet? Et après, on le propose. Okay. Et en fait, ils ont vu quand même qu'il y avait il y avait la dalle et il y avait la matière aussi. Okay. Donc, ils ont suivi, tu vois. Mais ouais, il faut y aller. Il faut pas avoir peur, tu vois, même quand tu as du mal à t'exprimer. Parce que là, je m'exprime assez bien, tu vois. Mais avant, c'était pas ça du tout. Donc, tout ça, ça peut effrayer aussi les gens. Ça peut effrayer. On vient, on est Vision 5, on est 8. Ouais. Tu vois, on est 8, on est là, 8 directement. De quartier, tu vois. Mettre un frein psychologique. Mais après, heureusement, aussi dans l'équipe, il y en a qui s'exprimaient aussi bien, tu vois. On se complétait tous et on y allait. Et comme je t'ai dit, après, à un moment donné, le projet parle à ta place. Faut être sûr de ton projet. Ouais, c'est ça la base. Quand tu es sûr de ton projet,
tu y vas. Et ça, c'est vrai que moi, j'avais cette sûreté-là dès le départ. J'étais sûr de mon projet. Je savais que le projet, là, il était bon. Je savais que j'étais associé avec les bonnes personnes aussi. Que j'allais avoir des amis à moi qui allaient me dire, ah non, Rudy, ça, c'est pas bon, faut qu'on fasse ça comme ça. Rudy, c'est pas bon. On voit ça comme ça, tu vois. Et donc, c'est pour ça que l'entourage et le projet que tu montes, c'est important. Et ne pas se laisser toujours envahi par ceux qui ont des craintes. Des doutes. Des doutes, parce qu'au final, tu vois, toi aussi, t'es dans le doute. C'est pour ça, des fois, faut un équilibre entre tout ça, tu vois. Faut créer l'équilibre, faut s'appuyer sur cet équilibre-là, tu vois. Et qu'il n'y a pas de moment parfait, en Il n'y a vérité. pas de moment parfait, tu le sens, tu y vas. Faut juste, voilà, avoir quand même une maîtrise de ton sujet et de ton terrain. Donc, du coup, là, c'était 2 premières expériences Ouais. entrepreneuriales. Comme on vous l'a dit, nous, on est dans les tips. Yes. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller à un jeune de banlieue ou ailleurs, Ouais. ou même pas forcément un jeune? Comme je t'ai dit, nous, c'est le marathon. Ouais. Un marathon, tu le commences, mais le but, c'est d'arriver à la fin au final. Ça veut dire, peu importe le moment où tu commences, garde le rythme et franchis la ligne d'arrivée. Donc, à tout âge, tu peux te Franchement, lancer. faut se faire confiance. Déjà, apprendre à se faire confiance, chercher à se connaître. Même si, voilà, que t'as c'est très 18 important, ans, ça. oui, t'as 18 ans, t'auras peut-être pas forcément la grande maturité, mais tu l'as quand même un petit peu, tu vois. Et oser. Moi, j'ai mon petit cousin qui aime bien dire, agis au rêve, tu vois. Et oui, faut pas avoir peur aussi du non. Moi, des fois, il y a des choses, on y allait, dans l'idée qu'ils vont dire oui, ils nous disent non. Ok. Ok, comment on fait pour prouver? Parle-nous un peu plus de tes échecs aussi, parce que c'est une réalité. Bah, c'est ça. T'as vu, on a un groupe de jeunes, t'arrives, tu veux une salle de fête, on te dit non. Vous, ça va faire n'importe quoi dehors. Ah ouais. Là, moi, en fait, plus tu me dis non, plus ça me donne la dalle. Il y a eu ça comme échec. Après, bah, de toute façon, à un moment donné, ce groupe de Avion 5, il s'est séparé, tu vois. On s'est séparés. Donc ça a été vécu en tout cas, pour ma part, ça a été vécu comme un échec, tu vois. D'accord. Parce que, on avait fait de grandes choses, de belles choses. Et on a dû se séparer parce que, en fait, t'as 8 dans un projet. C'est 8 visions. 8 visions peut-être différentes aussi. 8 visions différentes. Mmh. Et à un moment donné, bah, on s'entend pas plus forcément sur les mêmes choses. D'accord. Et ce qui était bien, c'est que dans notre groupe, on s'est toujours dit l'amitié avant tout, tu vois. On va pas se prendre la tête, on va pas commencer à s'embêter ou à s'ignorer et tout pour du business. On a tous pris la décision de vas-y, on arrête. Ça n'a pas été une décision facile, mais on préférait ça que de se détruire après, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce que il y a 2 visions, on va dire sûrement plus, hein. Mais il y a l'école de ceux qui veulent faire des business entre amis, Ouais. et ceux qui sont opposés à ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que on sait que dans ton cas, ça aurait pu aussi briser des amitiés. Totalement. Ça a fragilisé certaines amitiés même. Ça n'a pas cassé, mais ça a fragilisé. Après, tu connais, comme je t'ai dit, il y a l'amour, l'amitié qui est là. Ça, c'est direct, tu vois. D'accord. Mais pour revenir à ce que tu me disais, c'est que on peut lier l'amitié et tout, mais il faut que quand vous démarrez la course, vous soyez sur la même ligne. Quand vous arrivez en même temps. C'est vrai. À partir du moment où là, une des personnes ralentit ou fait ralentir l'autre, s'arrête, c'est là où il y a problème. Parce que du coup, l'autre qui va y aller, il aura l'impression d'aller plus vite et plus fort que l'autre. Ouais. Et l'autre, Se sentir laissé. il va se sentir laissé ou il va dire, oh, lui, il veut trop aller trop vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de savoir avec qui tu fais ton business, tu vois, et comment la personne elle voit les choses. Comment vous définissez ensemble la vision court terme, moyen et long terme, tu vois. Et des fois, ça peut changer. Vous pouvez avoir la même vision au départ et après, avec 2-3 éléments qui arrivent dans ta vie, ça change. C'est pour ça être bien entouré et être avec une personne qui veut que le projet marche, vous allez toujours avoir des temps de concertation et c'est là où il faut dire les choses. Nous, on n'avait pas peur de dire les choses. Ouais, la communication. La communication, on n'avait pas peur. Les gars, en ce moment, on va sur un chemin qui est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, on parle, tu vois. Mais, je t'ai dit, il faut accepter dans un groupe qui est des leaders et ceux qui sont là, qui accompagnent les leaders. Et ça, c'est difficile parce que, à un moment donné, il y a l'ego, il y a ceci, il y a cela. Il y a les gens autour. Tout à l'heure, j'avais pas parlé, mais tu vois, il y a les difficultés, c'est que tu as beaucoup de gens autour qui vont dire, Rudy, c'est votre chef. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui, et ça peut, si les parasites, on va les appeler comme ça. Les parasites, ouais. Tu vois, les fouteurs de troubles. Ouais. Les pop-corn. Ceux qui aiment bien tu vois.
Et ça, on a eu pas mal dans l'équipe. Mais pourquoi c'est Rudy qui prend les décisions? Cette chose-là était nouvelle dans notre environnement. Donc, les gens, ils comprenaient pas comment on pouvait avoir dans un groupe d'amis qui a un leader. Alors qu'en fait, il y a toujours des leaders un peu partout. Bah après, dans chaque histoire, vous, même dans les familles. Vous faites partie aussi des ovnis un peu du quartier. Vous êtes un peu les Américains. Des fois, vous êtes même les mecs un peu incompris déjà. Déjà, on commence, les mecs, ils sont pas dans les bagarres. Ils sont même des fois trop dans les meufs. Tu vois, nous cataloguer comme ça, alors que même pas, tu vois, on était juste dans le chill. Tu vois, nous, regarder, par exemple, le barbecue, quand on l'avait fait à l'époque, c'est parce que je regarde Boys in the Hood. Il y a une scène où ils sont en mode barbecue. J'ai dit, bon, on va faire ça, en fait, tu vois, c'est tout. Tu sais, c'est des idées comme ça. Et les gens, comme je t'ai dit, il y en a, ils sont matrixés aussi, tu vois. Donc, matrixés par le quartier, matrixés par prouver au quartier. Et nous, on n'était pas du tout dans ça. Donc, c'est pour ça que des fois, on nous mettait à l'écart. Mais des fois aussi, on nous appelait. Des fois, c'était, vous, là, les carrés, venez, vous êtes bons, vous êtes des gars chill, venez. Parce qu'il y en a qui comprenaient, il y en a qui arrivaient à composer avec nous. Moi, par exemple, après, je suis plus jeune que vous, mais moi, j'avais compris la vision. Après, parce que on se retrouve sur certaines choses, pardon. Et on n'a pas peur d'affirmer. Il y en a, ils sont comme ça, ils ont peur. Ils allaient traîner à Châtelet pour pas qu'on voit qu'ils sont comme, nous, dans le quartier, on est carré. Tu vois, dans le quartier, on va te parler, nous, on faisait déjà des débats depuis. Là où on traînait au pont, il y avait des débats. Le bridge. Le bridge, il y avait déjà des débats de midi à 20h. Et puis les gens allaient manger et on revenait, tu vois. C'était comme ça. Bonne ambiance, tu vois. Donc, les parasites, les ceci, les cela, tu vois, fallait avoir une bonne équipe, vraiment. La banlieue a ses bons côtés et ses travers. Comment tu jongles avec tout ça? Moi, j'approfondis ma question, surtout dans ta vie. Comment le quartier t'a influencé dans les bonnes choses et les mauvaises choses? Et après, dans tes 2 premiers business, parce que je sais que tu en as ouvert d'autres, mais on va rester focalisé sur les 2 premiers là, pour l'instant. Au départ, bien évidemment, même moi aussi, j'étais entraîné par le quartier à un moment donné, parce qu'en fait, par mimétisme, tu grandis, tu te redéfinis, tu développes ton identité et t'es pas forcément bien entouré. Donc, t'es là, tu dis, bon, lui, comme il fait ça, on va faire pareil. Tu vois. Lui, il cherche à chercher l'argent dehors, on va essayer de chercher l'argent dehors. Ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai quand même cette force de caractère où je me dis, moi, j'ai envie d'être comme ça. Et j'ai pas envie d'être comme ça. Donc, c'est ça qui a fait que c'est comme ça que j'ai basculé. Du jour au lendemain, tu vois, j'étais un peu dehors. En plus, on était matrixé à l'époque. Il y avait des films comme Réussir ou Mourir. Tu vois, des films hood. On découvre Boys in the Hood. On découvre Menace to Society. Donc, on est omnibulé aussi par ça, par ce côté ghetto. Cité de Dieu, etc. Et t'arrives au lycée, les filles qui s'intéressent à toi, elles veulent des garçons un peu comme ça, dans un premier temps, tu vois. Donc, t'essayes aussi derrière aussi, t'es dans un lycée où il y a d'autres mecs de quartier qui viennent d'autres coins. Donc, tu veux t'affirmer comme ça. Donc, on rentre un peu dedans, mais on sort un peu aussi vite, tu vois. On se dit, vas-y, c'est pas fait pour nous, ça. Tu vois. J'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir cette réflexion-là, mais comme je t'ai dit, parce que très tôt, j'ai été influencé par des choses et j'ai compris aussi le mindset de certains entrepreneurs à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, s'ils n'ont pas été dans ça, c'est parce qu'ils ont pris un autre chemin. Et c'est comme ça aussi que je me suis dit, non, vas-y, ça va pas être simple, la vie, mais on va se débrouiller. Il y a plusieurs bons chemins, mais tu as pris le chemin qui te correspondait le mieux, je dirais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, oui, il y en a, ils sont allés dans d'autres chemins, mais c'était bien pour eux. Ouais, c'était bien pour eux. Malheureusement, on a eu d'autres frérots qui sont allés dans des chemins où c'est des chemins sombres. Sombres, tu vois. Sombres, et on avait aussi peur de ça. On se dit, ouais. Et aussi, on commence à avoir un rapport avec le quartier où les gens deviennent de plus en plus méchants, de plus en plus crapuleux. On commence à sentir des gens qui commencent à se trahir entre eux. Tu vois, là, on l'a vécu, ça, on l'a vu de l'extérieur, mais on a vu ça, tu vois. Des gens qui meurent aussi. C'est une réalité. C'est une réalité, tu vois. On a des gens qui meurent, qui commencent à mourir dans le quartier. On commence à voir aussi les premières bavures policières. Donc, c'est toutes ces choses-là où je me suis dit, waouh, ça va trop vite. Sérieux. Ouais, ça va trop vite. Tu te retrouves au mauvais endroit avec les mauvaises personnes, t'es cuit. Et ça, c'est pas des choses qui m'ont fait peur, mais c'est des choses qui m'ont fait comprendre que, ça t'a éveillé, quoi. Voilà. C'est ça, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était une thérapie aussi. Au lieu d'être focus sur les histoires du quartier, voir qui fait quoi, moi, j'étais déjà dans mes trucs d'entrepreneuriat. Et en plus, derrière, on avait des bons retours, donc ça te pousse à continuer, tu vois.